Attention. Attention. À un Attention. moment donné, je crois qu'il faut y aller. Attention. Attention. Je vais, en exclusivité mondiale, vous révéler le sens caché du film Eraserhead de David Lynch. J'ai passé toute ma vie à essayer de comprendre ce film. J'y suis arrivé. Comment j'ai fait ça? Simplement en lisant avec attention ce que Lynch lui-même explique quand il raconte la genèse du film. What are you talking about? Alors évidemment, je vous entends déjà me dire pourquoi est-ce qu'il va chercher si loin. Eraserhead, c'est quand même un film relativement simple. En comparaison d'autres films de Lynch, c'est l'histoire d'un type qui a des problèmes avec la paternité. Oh, yeah? May I speak to you a minute? Par rapport à ça, quand on lui demande si Eraserhead est autobiographique, Lynch a tendance à s'énerver. Quitting's your business, huh? Plumbing's mine. 30 years. I've seen this neighborhood change from pastures to the hellhole it is now. I'd put every damn pipe in this neighborhood. And people think pipes grow in their home. Well, they sure as hell don't. Il insiste sur l'abstraction dont il parle toujours quand il parle de ses films, et sur le fait que les choses représentent autre chose que ce qu'elles sont littéralement. Je vais vous lire ici un extrait des entretiens avec Chris Rodley, qui est à la page 56. Votre fille Jennifer Lynch, premier enfant de Lynch, était enfant pendant le tournage d'Eraserhead. Votre fille Jennifer a déclaré un jour dans un documentaire qu'il y a un côté très autobiographique dans Eraserhead, que le père indécis étudiant en art, c'est vous, Yes, he sounds very clever. et que, parce qu'elle est née avec un pied beau, c'est elle qui avait inspiré le bébé. C'est très premier degré, n'est-ce pas? Et Lynch répond. Why are you asking me this question? Answer me, Well, I don't think that's any of your business. Henry. Et Lynch répond. Bien sûr. Évidemment, les gens ont une vie. Ils remarquent les choses qui se passent autour d'eux et ils en tirent des idées. Mais ça voudrait dire qu'il y a 100 millions d'histoires à la Eraserhead dans l'air. Tous ceux qui ont un enfant font Eraserhead? C'est ridicule. Il n'y a pas que ça. Il y a tellement d'autres choses. J'y reviendrai, mais Lynch insiste toujours pour expliquer que Eraserhead n'est pas un film littéral et que le bébé n'est pas simplement un bébé, si vous voulez. Bon. You're in very bad trouble if you won't cooperate. Il y a eu toutes sortes de théories, dont des théories mystiques, encouragées par Lynch lui-même, puisqu'il a toujours dit que c'était son film le plus spirituel. Et qu'on sait qu'il s'est mis à la méditation pendant les années Eraserhead. Il a aussi dit que c'était dans une phrase de la Bible que se trouvait l'explication du film, mais il ne voulait pas dire laquelle. Les gens disaient que c'était une parabole religieuse, que le bébé c'était l'enfant Jésus. Henry, le protagoniste, c'était du coup Joseph. Ça veut dire que c'était Joseph, puisqu'il dit effectivement à un moment donné That's impossible. That's impossible. It's only... Donc à ce moment-là, ça voudrait dire qu'effectivement ils n'ont pas fait l'amour, ils n'ont pas consommé. Et oui, c'est l'Immaculée Conception, donc c'est Jésus. Si vous voulez évidemment, là... C'est parti dans tous les sens. Ma prof de cinéma m'a bien aimé, Pascal Richterucci. Elle disait que Henry, ça faisait penser à Inri. Il y a quelqu'un de tout à fait respectable qui s'appelle Olivier Smulders. Il a écrit un livre sur Eraserhead. Vous savez, Smulders. Son petit livre sur Eraserhead est fabuleux, sauf qu'il n'explique pas. Il n'explique pas le sens. Et puis vous savez, il y a un type qui a sorti une BD uniquement là-dessus, sur le sens caché d'Eraserhead. Selon lui, Eraserhead est en quelque sorte une adaptation d'Hamlet. Bon. Parce que Lynch serait allé déjeuner dans un fast-food qui s'appelle Hamburger Hamlet. Mais passons maintenant à la théorie qui nous intéresse.
chaque fois qu'on l'interroge sur l'origine du projet Eraserhead, Lynch raconte toujours la même histoire. Celle de son coup de colère à la fin de sa première année à l'American Film Institute. Dans les entretiens avec Chris Rodley, il dévoile la raison de ce coup de colère. Il s'agissait non pas du projet Eraserhead, mais d'un autre projet qu'il n'a jamais réalisé, Garden Back. Nous sommes à la page 44. J'ai passé ma première année à l'American Film Institute à réécrire un scénario de 45 pages. Garden Back. Tout était venu d'un tableau que j'avais peint. Dans mon esprit, c'était une histoire avec ce que les gens appellent un monstre. Quand on regarde une fille, quelque chose d'elle passe en vous. Et dans cette histoire, ce quelque chose était un insecte. On va pas s'intéresser plus que ça à l'histoire elle-même, simplement. Ce qui est extrêmement précieux ici, c'est que Lynch livre une clé absolue de son processus créatif, the creative process, quand il explique qu'il y a un monstre dans cette espèce de baraque au fond du jardin, Garden Back, et que ce monstre, c'est l'amour que porte le personnage pour une fille. L'amour, ou peut-être le désir d'ailleurs, parce que sur internet on trouve plutôt le résumé de Garden Back comme l'histoire du désir qu'éprouve un type pour sa voisine. Peggy, la première femme de Lynch, elle, quand elle parle de Garden Back dans Room to Dream, elle dit que c'était un projet sur l'adultère. Where's your wife? Can I spend the night here? Be all right in a minute. Et donc, c'est ça les fameuses abstractions dont Lynch parle tout le temps à propos de ses films. Les monstres, en tout cas à cette époque-là, pour Lynch, sont des allégories. Et ben voilà, c'est tout. C'est une allégorie, le monstre qui est au fond du jardin, la remise du fond du jardin, Garden Back, c'est une remise en quelque sorte, c'est comme ça qu'on dirait en français. Eh bien, dans la remise, le monstre est une allégorie du sentiment amoureux ou du désir qu'éprouve le personnage qui possède le jardin. Attention, dans mes films, ce sont des abstractions. C'est quelque chose d'abstrait. Abstraite comme peut l'être le sentiment amoureux ou le désir. C'est pas si abstrait que ça, sauf que effectivement, dire qu'il y a un monstre et qu'en fait ce monstre c'est le sentiment amoureux, ou bien d'un type, bah oui, c'est un processus créatif un petit peu particulier, c'est un processus allégorique qui ne dit pas son nom. Donc, on peut en déduire que tous les monstres dans les films de Lynch, mais peut-être tous les personnages, sont des allégories. De là à dire ça, il n'y a qu'un pas. Mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera peut-être dans une autre série de vidéos. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'évolution et le destin du projet Garden Back, et les émotions qu'ils ont engendrées chez Lynch. À l'époque, Lynch a réalisé 2 courts-métrages expérimentaux, The Alphabet et The Grandmother. Le projet Garden Back se présente au départ comme un projet tout aussi expérimental que The Grandmother. Caleb Deschanel, étudiant à l'American Film Institute, adore le projet. Il en parle à l'un de ses amis qui produit pour la Fox des films d'horreur à petit budget. Le producteur de la Fox est intéressé par Garden Back. Mais il ajoute: Ça ne fait que 45 pages. Vous devez en faire 115 ou 110. Je veux un scénario de long métrage. Le professeur Frank Daniel, grand soutien de Lynch et du projet, tente alors d'aider Lynch. Frank m'a dit des trucs du genre: il faut qu'il y ait des scènes entre les gens. Il faut qu'ils parlent. Tout un entourage pousse Lynch à développer le scénario de Garden Back
en un film d'horreur plus traditionnel. Lynch explique qu'il a passé une année à tenter de faire évoluer ce projet expérimental vers ce qui ressemble à un film narratif. Il se sent obligé d'inclure des scènes dialoguées qui ne lui plaisent pas et de faire évoluer son film vers quelque chose de normal qui le dégoûte profondément. Les petits bouts que j'aimais étaient là, mais dispersés au milieu d'autres trucs. Ce que j'écrivais ne valait pas grand-chose. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Je savais que j'allais abandonner ce scénario. À chaque fois qu'il parle d'Eraserhead, Lynch revient sur l'épisode Gardenback et sur la souffrance qu'a engendré la gestation de ce projet jamais réalisé. Je terminais ma première année et je me retrouvais avec ce machin. Vient la rentrée de la seconde année à l'American Film Institute. À la rentrée, les boursiers de deuxième année sont venus pour rencontrer les nouveaux. Puis, à la fin de cette réunion, on a placé pour démarrer l'année différents groupes à différents endroits. Et j'ai été mis dans un groupe de première année. Dans mon esprit, c'était une chose humiliante. Je ne comprenais pas. Et je me suis mis vraiment en colère. Ça nous arrive à tous. Toutes ces frustrations ont éclaté d'un coup. Je suis rentré comme un fou dans le bureau de Frank Daniel. Et je me suis mis à hurler. J'ai presque défoncé sa porte et je lui ai dit « Je m'en vais, j'arrête ». I quit. I'm going now. Frank Daniel, it's over. Je suis allé voir Alan Splett, son ami, qui faisait le son et qui allait faire le son d'Eraserhead. Et il m'a dit qu'il partait avec moi, parce que lui aussi en avait vraiment marre. Bon, là on ne comprend carrément plus rien. Excuse me. On en est donc partis tous les deux, furieux. On a marché jusqu'au Hamburger Hamlet et on est resté là à boire du café. C'était terminé. C'est ici que des gens de peu de vertu s'imaginent que Eraserhead est une adaptation d'Hamlet de Shakespeare, simplement parce qu'ils donnent le détail qu'ils ont été au Hamburger Hamlet. Finalement, je suis rentré chez moi. Peggy c'était sa femme, sa première femme. Peggy m'a demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai dit « I quit, Peggy, I quit, it's over !» Et elle m'a dit « Tu sais, ils veulent juste te parler. » Je me suis alors calmé. Et le lendemain, j'y suis allé, mais simplement pour savoir ce qu'ils avaient à me dire. Frank Daniel m'a dit « On a dû faire une bêtise, puisque tu es un de nos préférés et que tu as l'air furieux. Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai répondu « En tout cas, je suis sûr que je ne veux plus faire cette merde de Gardenback. C'est nul. Je veux faire Eraserhead. » Et il m'a dit « Ok. Tu vas faire Eraserhead.
Les plus perspicaces d'entre vous ont déjà compris. Gardenback. C'est quoi ce projet? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ce que j'écrivais ne valait pas grand-chose. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Je savais que j'allais abandonner ce scénario. Je terminais ma première année et je me retrouvais avec ce machin. Ce machin. C'était son bébé, Gardenback. C'était son bébé. Quand vous êtes réalisateur, votre projet de film c'est votre bébé. Et donc, quand le bébé il n'aboutit pas, vous écrivez, vous essayez d'accoucher. Comme on dit, de donner naissance, féconder, ensemencer, faire croître un bébé. Bon, donc, le bébé, c'est Gardenback. C'est tout, c'est le projet Gardenback. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce moment sur lequel il revient à chaque fois qu'il raconte la jeunesse des Razorhead? Au lieu de parler des Razorhead, le mec parle du projet d'avant qui s'est pas fait. Et donc il parle de quoi? Il parle d'un avortement en fait, une fausse couche si vous voulez. Le motif central des Razorhead. Il donne la réponse en ayant l'air de répondre à côté. Là en fait, il tape dans le mille sauf qu'on ne le voit pas. Gardenback est un projet avorté, une sorte de fausse couche artistique. Et donc Eraserhead est le récit de la vie malade et de l'avortement du projet Gardenback. C'était pas compliqué quand même. Au passage, vous avez vu que Lynch parfois s'énerve, comme on voit des vidéos parfois de lui, même à un âge avancé. That fucking really pisses me off. What is this with everybody? What is it? Really? I'm serious. This is absolutely horrible. Fucking A, man. Who gives a fucking shit? Il a beau faire de la méditation, et qui est censé apporter la paix dans le monde. À l'époque déjà, on peut constater qu'il s'énervait. Un individu colérique. Et pourtant, cette colère a été fécondante, pourrait-on dire fécondatrice, pleine de fécondité, une colère féconde. En somme, cette colère a fécondé le projet Eraserhead. Il a mené à dire « Ce qui est sûr, c'est que je ne veux plus faire cette merde de Gardenback. » I'll do what I want to do. I'm serious. Et donc dans cette haine pour cette espèce d'enfant fausse couche, ce projet malade dont il a essayé de s'occuper, exactement comme le fait le personnage de Henry dans Eraserhead, il essaie de s'occuper de ce bébé monstrueux. Bon ben Lynch a essayé de la même façon de donner à ce projet la forme d'un vrai film, de même que ce bébé monstre qui n'est pas fini, qui n'est pas un véritable bébé, on essaie de le considérer comme un vrai bébé, on essaie de se dire que ça va être un véritable petit être humain, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Et donc évidemment, faut pas se poser trop de questions éthiques là-dessus, parce que sinon c'est beaucoup trop dérangeant. C'est pas ça la clé de lecture du film. C'est, encore une fois, cette métaphore artistique. Et qui pour un artiste n'est pas une métaphore, pour un artiste c'est ce qu'il y a de plus réel, le rapport qu'on a avec ses projets. C'est pas méta, c'est la réalité première et physique. Et donc il a essayé, pendant 1 an, de s'occuper de ce bébé malade, de lui insuffler la vie, et il a échoué. Et donc il a fini dans cette colère par tuer ce projet, l'avorter, comme le personnage d'Eraserhead tue le bébé à la fin du film. Dans un moment de libération, c'est ça qui est tellement dérangeant et tellement traumatisant dans Eraserhead, c'est qu'à la fin, ce film déjà cauchemardesque se termine par un infanticide, et qu'en plus, on sent très bien que, du point de vue du film, du point de vue du cinéaste, c'est une libération. C'est abominable, cette idée. Donc là, effectivement, il va dans un tabou qui est abominable. Mais c'est une libération parce qu'il ne s'agit pas d'un être humain, il ne s'agit pas d'un bébé ou d'un être vivant, il s'agit d'un projet artistique. Et donc oui, c'est une libération de renoncer, dans ce moment de colère et de ce moment de violence, qui est quand même un sacrifice d'une partie de soi, 1 an de travail, un projet auquel on tenait, dont il allait encore parler 20 ans, 40 ans après, Gardenback, et bien on dit non, je ne veux plus faire cette merde de Gardenback, je donne la mort à ce projet auquel j'ai tenté de donner la vie, et dans cette mort, il y a l'idée d'un nouveau projet, qui vient dans le même mouvement. Et c'est ça qui est important, c'est que dans cet acte de colère où il donne la mort à son projet, eh bien il donne la vie à autre chose. Il dit « Je veux faire Eraserhead ».
c'est cette petite graine si mystérieuse que Henry reçoit dans sa boîte aux lettres, qu'il place dans un petit placard et qui s'anime dans cette séquence de cauchemar. Et cette petite graine qu'on voit se nourrir des cordons ombilicaux que Henry a jetés contre le mur. La petite graine grossit et puis avale la caméra. Cette petite graine, c'est l'idée du projet Eraserhead. Je ferai une autre vidéo un jour pour détailler la manière dont ma théorie permet d'expliquer cette petite graine et d'autre part toutes les scènes les plus mystérieuses du film, que ce soit celle où Mary accouche à répétition de cordons ombilicaux, la fabrique de gomme à créer un papier, la scène du procès dans le radiateur, ainsi que le prologue du film, et le mystérieux homme dans la planète avec ses leviers. Toutes ces scènes prennent sens à la lumière de ma théorie. Ayant dit tout cela, attention, je ne cherche en aucun cas à réduire Eraserhead à cette interprétation-là. Il y a évidemment une polysémie, comme on dit, c'est-à-dire plusieurs sens amalgamés, superposés, plusieurs niveaux de lecture. J'ai ma petite idée aussi sur le sens spirituel, connaissant un peu la philosophie de la méditation transcendantale. Si vous voulez, pour moi, le film a changé de sens en cours de route pour Lynch. Et c'est chargé d'un sens multiple. Lynch s'est mis à la méditation pendant les 5 ans de tournage d'Eraserhead. La méditation a absolument changé sa vie, sa conception du monde, et a changé l'histoire même d'Eraserhead, dont il a modifié la seconde partie, la fin. Il y a tout un tas de choses qui sont venues en cours de route. Ce sera l'objet d'une autre vidéo un jour. I'm not sure. Cela étant dit, la théorie sur Gardenbach, j'ai bien conscience qu'en soi, elle peut être décevante. Là où je pense qu'elle est extrêmement éclairante, c'est si on la met en regard de la détermination incroyable dont Lynch a fait preuve avec Eraserhead. Quand on lit dans Room to Dream tous les témoignages qui concernent la période Eraserhead, il y a une chose qui est absolument fracassante, c'est l'invraisemblable détermination et l'invraisemblable confiance de Lynch en ses propres idées et en ce projet. C'est un cas unique dans l'histoire du cinéma, cette façon de tourner un film pendant 5 ans, avec toutes ces interruptions parce qu'il n'y avait plus d'argent, et Lynch qui a travaillé faisant absolument tout lui-même, il était le seul à savoir où il allait, et le niveau de ce qu'il en a tiré, c'est un délire total. Quand on compare ça avec l'aventure Gardenbach, qui est tout le contraire, c'est-à-dire l'enfer du doute. Lynch a connu l'enfer de voir son projet lui échapper. Il a été réellement traumatisé, je crois, par le fait d'être dégoûté de son propre projet. Il a besoin d'être absolument amoureux de ses idées, et donc on peut imaginer le cauchemar que ça représente pour lui, de perdre cet amour pour ses idées, avec toute cette haine de soi que ça peut engendrer. Et donc c'est vraiment dans tout cet enfer qu'il a puisé ensuite l'invincibilité, pour employer un mot qui lui était cher, dont il a fait preuve pendant les 5 ans d'Eraserhead qui allaient suivre. Il y a un rapport direct entre les deux. Évidemment, ça évoque un épisode plus célèbre, qui est l'épisode Dune. La façon dont ce qui s'est passé avec Dune, parce qu'il n'avait pas le final cut et parce qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnaient pas comme il voulait, ont été un traumatisme pour lui, mais de ce traumatisme, il a tiré une force incroyable et beaucoup plus grande que s'il n'avait pas connu ce traumatisme, un désir invincible de garder un contrôle absolu sur tous ses films. Cette manière de puiser dans un trauma pour se forger une invincibilité dans la foi en son propre génie artistique, c'est quelque chose qui, à mon avis, est déjà arrivé une première fois avec Gardenbach. Je ne peux que vous conseiller absolument la lecture du livre d'Olivier Smulders, qui est un chef-d'œuvre, et d'autre part le livre de Michel Chion sur Lynch, qui parle d'Eraserhead comme personne n'en a jamais parlé. You don't know me like that.
like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. So come on, don't get swung on. Fucking A, man.